qui ne me connaissent pas encore, et vous avez tort, je suis Antoine, le directeur de cette salle, le co-directeur, Stéphane Dubé est toujours là, ne vous en faites pas. Il est juste absent momentanément, et donc c'est moi qui ai la joie d'accueillir ce soir Lina Swanem. Je vais vous présenter Marguerite Derrière. Je tiens d'emblée à remercier GHR Film pour la tenue de cette soirée et puis la déférence avec laquelle la soirée est organisée. Vas-y, rejoins-nous. Alors, le principe de la soirée, outre de découvrir un film, sera ensuite à l'issue de cette séance, voilà, vous aurez une discussion entre Lina et Alice. Et donc voilà, bah, écoute, je te laisse te présenter ton film, dire absolument ce que tu veux. Alors je laisse d'abord la déférence se présenter, qui sont partenaires de la soirée ce soir, et je vous parlerai ensuite. Merci. Merci. Je vais être très rapide. La différence, c'est une revue, le dernier numéro ici, vous l'avez trouvé dans toutes les bonnes librairies. C'est une revue qui raconte les luttes féministes et le genre dans une perspective intersectionnelle. C'est une revue qui s'est écrite il y a 3 ans, son 44 pages, en trimestriel, et qui mêle des récits, des reportages, des analyses, des documentaires, des coups d'images. Et quand la grande distribution, puis GHR Film, nous a proposé d'être partenaire du film, on était vraiment très contente, parce que Maïlaï Tiberler, vous verrez tout de suite, c'est une histoire collective, c'est extrêmement bouleversant, c'est une histoire d'émancipation, d'arrachement aussi, parce que c'est pas simple de partir de chez soi. Et puis c'est aussi l'histoire d'un lieu parti de multiples manières, on a l'actualité tous les jours, et auquel Lina Swanem en sa lumière. Donc voilà, juste pour dire qu'on est vraiment très heureuse et qu'on vous souhaite une excellente projection. Je suis très émue d'être là ce soir au MEDESC, c'est vrai que j'aime beaucoup. Ce soir, il y a aussi des élèves de l'ancien collège Anne-Franck. Je voulais remercier Claire de l'association QSB 11 d'avoir amené tous ces élèves. Je voulais remercier aussi, donc aujourd'hui c'est le jour de sortie, donc le film est en salle depuis ce matin. C'est très émouvant parce que c'est un film qu'on a commencé il y a plus de 6-7 ans, le producteur a commencé avant moi, donc ça fait presque 8 ans. Donc c'est très émouvant de voir qu'en fait, voilà, il est là et il va vivre en dehors de nous après tout ce qu'on lui a donné. Je voulais remercier toute l'équipe du film qui est là, que je vais nommer. Donc Jean-Marie Lisan, le producteur. Jean-Jacques de GHR Film, le producteur. Jean-Claude de GHR Film aussi. Pierre Califo qui est attaché de presse. Et Mélanie Simon Franza qui est à la distribution aussi avec nous. Et elle a 10 ans, elle est où? Ah, je la vois pas, voilà. Et voilà, mais je ne vais pas trop en dire puisque l'idée c'est de vous laisser découvrir le film et on va discuter avec Alice et bien sûr répondre à vos questions et vous pouvez partager avec nous tout ce que vous ressentez. On est là pour ça, donc je vous souhaite une très belle projection et merci beaucoup d'être ici et de soutenir le film. Merci. Bonsoir, mesdames et bonjour.
également dans la projection de ce film le jour de sa sortie. C'est un film extrêmement bouleversant. J'ai un peu une longueur d'avance sur vous peut-être, parce que c'est la troisième fois que je le vois. Et je l'ai vu la première fois en novembre. Et je me souviens que la projection a été une forme de... C'est à la fois c'était très paradoxalement un endroit de consolation, un endroit de très 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 grande douleur. C'est que ces visages que tu montres, ces histoires de femmes, la vision, je l'ai vue peut-être 2 semaines après le déclenchement de la guerre à Gaza. Et la vision du film était contaminée par la mort, en fait, par la mort. C'est-à-dire que tu montres des images pleines de vie, tu montres, et moi je me rends compte que je n'avais jamais vu de ma vie l'intimité de familles palestiniennes. Pour moi, les Palestiniens, c'est des registres, c'est des statistiques, c'est des chiffres dans des registres de décompte de la mort. Et en fait, j'ai eu cette première vision complètement absorbée par cette grande violence, cette grande douceur. Et en même temps, je percevais qu'il y avait un endroit de consolation aussi dans le film. Et je crois que pour moi, l'endroit de consolation, je l'ai attrapé dans la magnifique subtilité de ton écriture. Et voilà, je aurai des questions pour la salle, mais je pense que en tant que cinéaste, qui s'adresse à une collègue cinéaste, et je sais à quel point nos manières de penser le cinéma est très proche, j'avais envie de commencer avec toi par déployer des questions d'écriture, parce que pour moi, en fait, te poser des questions d'écriture sur ce film, c'est précisément te parler de choses éminemment politiques. Et ça, je trouve que c'est pour ça qu'on fait du cinéma. Et voilà, je suis ravie de pouvoir avoir cette conversation avec vous. Et bien entendu, il y a tellement de choses à dire sur ce film que je laisserai très volontiers le micro à la salle. Et voilà, je voulais commencer par parler avec toi de ça, de te remercier pour ce film magnifique, pour ce film absolument nécessaire et pour ce film qui est né bien avant la tragédie que le monde auquel on assiste et qui le dépasse et qui le traverse en le dépassant et quelque part qui nous aide à comprendre, qui nous aide à le formuler, qui nous aide à espérer. Et ça, je trouve que c'est vraiment... C'est pour ça que je fais du cinéma, c'est pour ça qu'on fait du cinéma. Donc voilà. Merci. Je suis très émue de pouvoir parler de ça avec toi, parce que moi, c'est mon deuxième film et j'ai vu tous tes films et je t'admire en tant que cinéaste aussi, donc c'est un honneur de pouvoir dialoguer. Aussi parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'on a des manières d'envisager les récits qu'on attaque, j'ai envie de dire, de la même manière. Et c'est vrai que, justement, il y a la présence de Gladys qui a monté le film, avec qui on a travaillé cette écriture avec la co-scénariste. C'était très important pour nous de réfléchir à la manière dont on allait raconter cette histoire, puisque c'était pas une histoire linéaire, dans le sens où l'histoire était transmise oralement par les femmes dans cette famille, mais l'histoire n'est pas reconnue, l'histoire n'est pas officielle, l'histoire est silencée, les mémoires sont dispersées, les familles ont été éclatées, donc l'idée était d'essayer de réunir tous ces éléments-là pour arriver à transmettre notre histoire, puisqu'on nous dit toujours c'est trop compliqué à comprendre ou ça n'existe pas. Nous, on sait que ça existe puisqu'on a vécu ces moments de vie dont tu parles. Moi, tout ce que je connais de ma famille palestinienne, de ces femmes, tout ce qu'on m'a transmis, ce ne sont que des forces de vie, de combativité, surtout de la part de ces femmes qui m'ont entourée, qui ont réussi à non seulement maintenir leur histoire en vie, mais aussi à la transmettre et à transmettre des valeurs positives à leurs enfants, à les éduquer avec beaucoup d'amour, alors qu'elles étaient dépossédées de tout. Donc l'obstacle et le challenge était comment arriver à raconter ça en mêlant à la fois leur individualité et le collectif, puisque c'est des femmes dont les destins individuels ont été complètement influencés par la grande histoire et le collectif, et brisés aussi à un certain endroit. Et ce qu'elles ont réussi à reconstruire, c'est ça que je voulais moi reconstruire aussi à travers le film, pour qu'on puisse exister ensemble dans un territoire imaginaire que le film est devenu, que je considère aujourd'hui, d'ailleurs on parlait beaucoup de ça avec Gladys, en faisant le film, on était conscient du fait que le moment où le film allait exister, il allait devenir aussi une archive. Puisque pendant le film, ma grand-mère a disparu,
aujourd'hui, pendant qu'on le présente, il y a des lieux qui continuent de disparaître, des personnes qui continuent à se faire tuer, des familles qui continuent de disparaître, des archives qui continuent d'être détruites en Palestine. Et on a conscience du fait que tout ce qu'on capture devient immortel et nécessaire à capturer. Et donc il fallait réussir à faire exister le présent, le passé, leur individualité, le collectif dans un espace-temps qui est devenu ce film. Et d'ailleurs, dès le début, je te cite, ces images sont le trésor de ma mémoire que je ne veux pas laisser échapper. Et effectivement, dans la question de la mémoire, il y a la question de l'archive, il y a la question de la trace, et l'archive, tous les différents registres de l'archive sont au cœur du dispositif d'écriture. Donc, est-ce que le film naît de la découverte des archives? Je crois que c'est ton père qui... Est-ce que tu peux parler de la découverte des archives? Comment tu as navigué en fait dans la découverte de ces archives, dans la recherche de ces archives à la fois intimes et des archives plus politiques que par ailleurs je n'avais jamais vu d'image de Managua. Il y a quelque chose effectivement d'assez saisissant. Alors le point de départ pour moi était vraiment les archives que mon père avait filmées dans les années 90. Je savais qu'elles existaient puisque dans mon premier film j'en avais utilisé aussi quand il filmait sa propre famille des Algériens immigrés en Auvergne. Et donc mon père a filmé pendant près de 10 ans tous les voyages en Galilée. Et je pense qu'il avait conscience de la nécessité politique de faire trace en filmant. C'est quelque chose. Je pense pas qu'il était conscient, puisqu'on n'en a jamais vraiment parlé. Je pense que c'était inconscient, mais j'ai compris que ça venait d'une nécessité de garder des traces. Lui-même étant algérien, qui venait d'une famille qui n'a pas transmis son histoire, qui était une famille aussi marquée par le silence, à la fois dans la famille et le silence de cette histoire de colonisation française en Algérie. Et mon père, qui est né loin de sa terre natale et de ses origines, n'avait pas accès à une partie de son histoire. Donc en découvrant cette famille palestinienne, c'est comme s'il avait accès à tout un pan de culture que lui-même n'avait pas connu plus jeune. Et j'ai l'impression qu'il était fasciné par ce qu'il voyait, à la fois les femmes, la tradition, tous ces gestes du quotidien de gens qui pour lui aussi peut-être avant étaient peut-être abstraits ou aussi des chiffres ou aussi quelque chose de très éloigné. Et tout d'un coup il accédait à quelque chose de très intime. Et je pense qu'inconsciemment il a voulu m'inscrire, comme je le dis dans le film, dans cette histoire et dans cette lignée et garder des traces de tout ça, comme si à chaque fois qu'on est dans ces lieux-là, on a le pressentiment d'une disparition possible. Et c'est aussi quelque chose qui m'a été transmis, c'est-à-dire que la peur de la perte, elle est concrète aujourd'hui. Elle a toujours existé en moi tout le temps du film. J'avais cette angoisse, cette peur que tout disparaisse, et c'est quelque chose en fait qu'on m'a transmis puisque ça a déjà disparu. Et donc tout ce qu'on peut collecter, tout ce qu'on peut garder, immortaliser, devient très précieux. Donc toute image trouvée devient une preuve d'un souvenir nié ou d'une histoire qui est silencée ou qui est occultée. Et je savais depuis le départ que je voulais inclure des archives historiques, puisque non seulement je voulais raconter l'histoire des femmes, leur redonner toute leur complexité, leur individualité dans cette histoire collective, mais je voulais aussi qu'elles puissent exister et qu'on comprenne que ce n'est pas que leur histoire, mais c'est l'histoire aussi de beaucoup d'autres femmes palestiniennes et d'hommes palestiniens. Et donc je suis partie à la recherche des archives historiques à ce moment-là. Où est-ce que tu les as trouvées, ces archives? Alors ça a pris plusieurs années, parce qu'il n'y a pas d'archives nationales palestiniennes. En tant que Palestiniens, les Palestiniens n'ont pas accès à leurs propres archives. C'est disséminé entre des fonds nationaux anglais, puisqu'il y avait le mandat britannique, français, puisque la France était une puissance coloniale, et à travers leur roman Actualité, ils collectaient beaucoup d'images de la région. Et ensuite, il y a des fondations américaines et des fonds privés. Puis il y a aussi UNRWA, qui a été fondée à ce moment-là, en 1948, pour accueillir les réfugiés palestiniens qui ont été donc près de 700 000 chassés, qui ont dû s'installer dans des camps de réfugiés en Syrie, au Liban et en Jordanie. Donc ils ont beaucoup filmé à ce moment-là l'installation, et j'ai trouvé par exemple l'archive de la Grande Tente, c'est des archives des camps de réfugiés. Mais donc en fait dans l'organisation en fait, de l'écriture entre les archives intimes, entre les archives historiques, entre l'histoire de ces femmes, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement remarquable, c'est que tu dépasses complètement l'histoire privée, l'histoire trop familiale, et tu fais en fait de ces trois femmes, de l'histoire de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère et de ta mère, et de toi, dans cette histoire, une espèce d'épopée des femmes palestiniennes. Et je crois que la qualité littéraire
fait à faire accéder au film à quasiment une dimension épique aussi. Et donc, ce attrait non pas de la fiction, on parlait hier quand on discutait de cette projection, du rapport à la fiction. C'est pas vraiment la fiction, mais c'est le rapport à l'organisation du récit qui permet d'entendre quelque chose qu'on n'a jamais entendu et de faire accéder au statut dans un statut épique, donc de se débarrasser en fait du fait divers, de se débarrasser de l'actualité, de se débarrasser en fait du reportage, et pour conférer en fait à cette histoire de femme quelque chose qui dépasse la simple question familiale en fait. Et j'aimerais beaucoup parler avec toi du choix de l'écriture de ce commentaire, le choix d'écrire un commentaire avec un écrivain, j'aimerais que tu parles, et de le faire dire à ta mère, mais qui est ta mère mais aussi une comédienne. Donc il y a quelque chose d'une tension entre la fiction, entre le récit, je pense, qui participe vraiment à déployer le film dans sa puissance épique en fait. En fait, tout ça est venu au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au départ, je n'avais pas conscience du fait que j'allais devoir écrire les histoires des femmes de la famille, puisque je pensais filmer des témoignages. C'est-à-dire que je voulais que ma grand-mère me raconte, je voulais que ma mère me raconte, et je pensais que la figure de mon arrière-grand-mère serait cette figure un peu fantôme qui est la première femme, la source, et que les autres parleront d'elle. Et j'ai compris vite et rapidement quand j'ai commencé à filmer ma mère que déjà c'était trop douloureux à raconter, pour ma grand-mère aussi. C'est quelque chose qui est trop douloureux à raconter de manière frontale dans un contexte de documentaire où on pose des questions et on nous répond. Donc en fait aussi, j'avais pas envie de les enfermer dans cette tragédie parce que justement, on ne parle des Palestiniens qu'à travers la tragédie et moi, tout ce que je connais des Palestiniens, c'est la force de vie. Et je voulais leur redonner le droit aussi à la poésie, puisque j'ai ma mère qui écrivait des poèmes, et puis même dans la culture palestinienne, on est héritier aussi d'énormément d'écrivains, de poètes, qui ont su parler de cette histoire-là à travers la poésie et l'imaginaire, parce que le poids du réel était trop dur à supporter. Et à travers l'imaginaire, ça permet de se projeter ailleurs, et surtout de trouver d'un nouvel ancrage dans quelque chose d'imaginaire, puisque l'ancrage du lieu n'existe plus, puisque les lieux sont interdits, les lieux sont détruits, on est chassé des lieux, les lieux disparaissent, donc comment on retrouve un ancrage? Et ça permet de se faire entendre aussi, parce que je trouve qu'il y a une vraie ambivalence chez ta mère dans la façon dont elle lit en fait, ce texte écrit par toi et par cet écrivain. J'ai l'impression que ça organise l'émotion, et qu'il y a un endroit où l'émotion est quelque part est travaillée, et en fait il est travaillé de manière à être adressé, donc entendu, c'est-à-dire qu'effectivement on entend vraiment. Parce que c'est pas qu'un témoignage comme ça frontal, c'est quelque chose qui est complètement organisé. Et le moment où elle est plus celle, il y a vraiment cette dualité entre la mère qui est complètement submergée par l'émotion et la comédienne qui lit un texte écrit par sa fille qui parle de sa mère et qui permet d'organiser ça. Je trouve que c'est assez remarquable aussi. Oui, on avait besoin de cette distance et de réactiver la transmission autrement pour qu'on puisse raconter cette histoire, puisqu'elle est trop douloureuse à raconter. Pour ma mère, son intime est quelque chose qu'elle a laissé derrière pour pouvoir avancer. Et elle s'exprimait surtout en tant que comédienne. Elle exprimait ses émotions à travers d'autres histoires, d'autres personnages. Elle prêtait son corps, elle prêtait ses émotions, même si elle s'inspirait parfois des histoires des femmes de sa famille pour nourrir les personnages qu'elle jouait. Mais il était trop difficile pour elle, en tant que première génération née après cette Nakba, qui est la catastrophe pour les Palestiniens, de raconter et même d'aller chercher, puisque même poser des questions était trop douloureux et on lui disait déjà « n'ouvre pas les douleurs du passé ». Moi, elle me l'a redit et il fallait que je trouve une manière de raconter ce passé sans ouvrir les douleurs frontalement. Comment elle a accepté d'ailleurs ton projet? Comment elle a accepté au début, je lui ai pas vraiment demandé, c'est-à-dire que je suis arrivée avec une caméra en lui disant que je voulais qu'elle me raconte un petit peu son histoire. Puis au début, c'était un peu difficile parce que je me suis jamais adressée à ma mère en tant que réalisatrice ou de femme à femme, mais toujours de mère à fille, de fille à mère plutôt. Et il fallait qu'on trouve notre équilibre. Donc pour elle, au début, elle était un peu braquée, elle comprenait pas pourquoi je voulais explorer comme ça son intimité. Et en même temps, moi, j'essayais de lui expliquer que si je m'intéressais à des moments intimes de sa vie, c'était pas pour faire un portrait d'elle. Le film n'a jamais été un portrait,
mais c'était pour raconter son histoire en tant que femme palestinienne dans une lignée de femmes et dans un tout. Et comment elle a hérité d'une certaine transmission. Et finalement, quand elle a compris que son histoire faisait partie d'un tout, elle a complètement lâché prise, puisqu'elle a senti que c'était son devoir de raconter cette histoire, non seulement pour moi, mais aussi pour les femmes de la famille. Et elle a compris qu'il était important de transmettre cette histoire pour que ces mémoires puissent être immortalisées, pour faire exister ces femmes, comme tu le disais, qui pour moi et pour elles sont des héroïnes de leur histoire. Et chacune des histoires est une épopée. Et plus j'avais de détails, plus il fallait que je puisse l'écrire, parce que c'est tellement fou ce qu'elles ont dû traverser et comment elles ont réussi à se reconstruire, qu'elles ne pouvaient pas le dire avec leurs propres mots. Et la force politique, encore une fois, du film, ça vient justement de cette manière d'écrire l'histoire de ces femmes, et du coup de leur offrir la liberté de ne pas être confinées dans la tragédie. Même si effectivement leur histoire raconte en permanence les permanences prises dans les raies de la tragédie, elles ont le droit aussi à leur destin individuel, et le film qui nommait pas les conflits, qui nommait pas les violences, qui nommait pas en fait les choix, les déterminismes personnels qui fait qu'on est une personne en soi en fait. C'est ça que je trouve hyper beau, et je trouve que c'est un des cadeaux magnifiques que tu fais à ces femmes et aussi à ta mère. Vraiment, tu leur redonnes le droit d'être d'exister et d'exister dans cette liberté-là, et non pas que dans la frontalité avec cette histoire-là qui prend des champs. Oui, parce que pour moi, le plus important était, en fait, face à la stigmatisation, à cette perception extérieure des Palestiniens, des Palestiniennes comme quelque chose d'abstrait, de complètement étranger à l'humanité, de complètement éloigné du reste du monde. On leur refuse l'individualité, le droit à la complexité. Et moi, je voulais redonner à chacune de ces femmes non seulement le droit à la complexité, mais aussi à la contradiction, parce que ça fait partie de l'être humain. Je voulais qu'elles puissent exister pleinement dans leur force, dans leur combativité, mais aussi dans leur vulnérabilité. C'est-à-dire que collectivement, on sait ce que c'est, nous, on sait ce que c'est, mais qu'est-ce que ça veut dire pour une personne d'être chassée de chez soi, de se retrouver à errer sur des routes sans savoir si on va revoir sa maison d'enfance, de se retrouver séparée de membres de sa famille qu'on finalement ne va jamais revoir, et comment, avec tout ce poids, elles ont quand même réussi à suivre certaines de leurs aspirations et surtout à transmettre des choses positives. Parce que la majorité des Palestiniens ont réussi à transmettre des choses positives. Et on ne met pas ça en avant, on met en avant la violence, alors que la plupart, pour moi, sont vraiment des héros et héroïnes de leur histoire, puisque dans cette multiplicité, dans ce collectif, il y a plein d'histoires individuelles, de gens qui cherchent leur place dans le monde et à suivre leurs aspirations. Et ce qui m'a fascinée dans cette histoire, c'est non seulement que je me suis replongée dans l'histoire de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère, qui déjà me fascinait, mais aussi j'ai découvert l'imaginaire de ma mère à travers les poèmes qu'elle écrivait en tant qu'enfant et jeune fille. Et moi, j'ai toujours cru que ma mère était devenue la femme qu'elle est aujourd'hui, après son départ, au moment où elle arrive en France. Et en découvrant ces poèmes, je me suis rendu compte que, en fait, ces aspirations, elle les avait depuis toujours et ça a été transmis par les femmes. Donc elle se construisait déjà en étant là-bas. Moi, je pourrais parler avec pendant des heures, c'est magnifique, mais j'ai l'impression qu'on n'est que toutes les deux, mais nous ne sommes pas toutes les deux. Il y a des salles pleines de gens qui n'ont pas très envie de prendre la parole. Donc voilà, je vous invite à le faire. Je peux continuer, hein, mais j'ai envie d'ouvrir aussi. Là, il y a une question. Bonjour, je voulais savoir, est-ce que du coup maintenant, tu sais lire l'arabe? Pas tout à fait. Je déchiffre. C'est pas grave. Je m'étais dit que tu t'es dit pour faire un effort. Merci d'avoir répondu. Merci. Bonsoir et merci infiniment pour ce très très beau film et à toutes les deux pour cette discussion, conversation passionnante. J'ai pas vraiment une question, mais j'avais envie de contribuer avec mon expérience du film qui a trouvé une réponse, une belle continuité dans votre échange. Je pense que au niveau du travail sur les archives, au début j'étais un peu perdu sur comment sont utilisées les archives des années 90, etc., jusqu'à ce plan sur le lac qui décrit du coup le paysage. Et qui m'a semblé, la première fois qu'on le voit, assez étrange parce qu'on voyait que la caméra zoom et puis on a envie de comprendre pourquoi, d'où vient cette envie de filmer le paysage. Et puis,
j'ai été bouleversé par le moment où le plan revient, après qu'on ait eu justement ce regard porté par votre mère sur la géographie, de qu'est-ce qu'il y a derrière le lac de chaque côté. Et je trouve, voilà, là de vous entendre justement expliquer comment le film n'est pas un portrait, et moi j'avais pensé à c'est un portrait, un paysage, mais en fait pas du tout, c'est un paysage imaginaire. Je trouve que c'est présent même dans ce simple choix de montage qui en fait est tout sauf simple, donc, et que j'ai trouvé bouleversant. Donc je voulais vous remercier pour ça. Et voilà, si vous avez envie d'élaborer sur ce choix, c'est possible, sinon juste merci. Merci. La présence de la monteuse aussi. Oui, Gladys qui est la monteuse. Non, mais justement, c'est ce qu'on voulait. En fait, ça rejoint ce qu'on se disait avec Alice. C'est cette nécessité de redonner à ces histoires-là l'imaginaire qui leur est interdit. Et en fait, on a toujours l'habitude de se raconter à travers la perception des autres, puisque c'est tellement pesant, même inconsciemment, on est tout le temps en train d'essayer de se défendre par rapport à ce qu'on dit de nous. Et on ne pense plus à se raconter avec nos propres mots, ça on en a parlé hier, c'est-à-dire qu'il y a un langage qu'on doit réinventer pour qu'on puisse parler de nous de la même manière qu'on se connaît et qu'on sent les choses. Et en fait, même on adopte le langage de ceux qui parlent de nous à notre place. Et c'est pour ça que la recherche aussi d'écriture était très importante pour Gladys et moi, pour Nadine Naous qui a écrit avec nous, aussi pour l'écrivain qui nous a aidé à écrire, Karim Katan. Comment ça s'est passé en fait l'écriture de la voix? Quand est-ce que tu l'as sollicité? Quand est-ce que tu as senti que c'était nécessaire de passer par un récit en fait, qui décalerait un peu le simple témoignage? En fait, moi au départ, j'ai écrit factuellement un petit peu l'histoire des femmes de ma famille et je me suis rendu compte qu'il fallait leur redonner aussi un peu de poésie, parce que moi j'étais vraiment dans les faits, dans ce qu'on m'avait raconté, j'avais collecté tellement de choses, tout me paraissait très important et précieux. Et justement, j'ai une anecdote, donc on a écrit avec Nadine, avec Gladys, on a construit ces séquences où ma mère lit le texte que j'écris sur les images d'archives. Et en fait, on avait envie de donner plus de poésie à ça pour que vraiment ça puisse représenter au niveau des sensations ce qu'elles ont pu éprouver et que ça puisse représenter la façon dont moi j'imagine qu'elles ont vécu ces moments-là. Et en fait, à ce moment-là, Karim est arrivé et Karim Katan, qui est un auteur palestinien francophone qui a écrit un très beau livre dont je fais la pub, qui s'appelle Le Palais des Deux Collines, que je vous conseille. Et je me souviens de la première fois qu'il a regardé les textes. Moi, j'avais écrit que mon arrière-grand-père, ce que ma mère m'avait raconté, ce que ma grand-mère m'avait raconté, tous les jours, après l'Exode, aller dans la rue et demander aux gens « Est-ce que vous avez vu mes vaches ? Est-ce que vous avez vu mon âne ?» Et il est devenu fou, il a fini par mourir de folie. Et en fait, Karim, en voyant cette phrase, a ajouté « Est-ce que vous avez vu mon âne, mes vaches, ma vie ? J'entends l'écho de cette question posée au monde encore aujourd'hui. » Et en fait, cette simple phrase qu'il a rajoutée à mon texte, ça a fait moi-même, quand j'ai lu ça, je me dis en fait c'est ça, c'est-à-dire que encore une fois, c'est des gens qui ont besoin de trouver leur place dans le monde et à qui on a tout enlevé. C'est des gens complètement dépossédés. Donc c'est une question actuelle, c'est pas en fait, j'entends l'écho de cette question aujourd'hui. Entendons l'écho de cette question aujourd'hui, ça replace cette histoire dans une perpétuelle actualité en fait intemporelle. C'est ça qui est fort dans cette écriture. Oui, c'est-à-dire que c'est une perte qui est continuelle, c'est une nécessité de se dire et de se raconter qui est tout le temps nécessaire, c'est viscéral, puisque la perte se concrétise. Et c'est une histoire en boucle, c'est-à-dire que, comme ce que tu disais tout à l'heure, ça ouvre avec le lac, ça termine avec le lac. C'est aussi ça, Bye Bye Sibériade, ce titre m'est venu. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je dis bye bye, parce que je ne suis pas en train de dire au revoir, mais c'est un endroit qu'on a perdu. Quand on revient, on ne trouve plus notre ancrage. On ne le trouve que dans les souvenirs et dans la mémoire. Donc il faut pouvoir se replacer dans ce lieu à chaque fois qu'on revient en créant de nouveaux souvenirs. À chaque fois qu'on part, on ne sait pas ce qu'on va retrouver quand on reviendra. On ne sait pas comment on va pouvoir revenir. Donc c'est cette histoire en boucle qu'il faut un peu aussi figer, parce que finalement, dans le film, ça donne un ancrage qu'on ne retrouve plus nulle part, et c'est le propre de l'exil aussi. Et c'est un film extrêmement magnifique, extrêmement mélancolique, extrêmement poétique, mais qui est traversé
par une forme de violence qui est très ancrée. Comment vous avez travaillé ça? La question de l'oppression, en fait, elle encadre en permanence les moindres déplacements, les villages comme ça qui entourent ce petit village, le village sur la colline, les déploiements de militaires. Enfin, il y a vraiment cette mélancolie de la perte, et en même temps cette violence perpétuelle. En fait, je trouve qu'elle est travaillée de façon extrêmement sensible et subtile. Et voilà, est-ce que tu parlais un peu de ce travail-là au montage et à l'écriture? En fait, c'était important pour nous de vraiment rester concentrés dans la perception des femmes qui sont filmées, qui sont racontées, et de ne pas amener des choses extérieures qui ne leur appartiennent pas. Et leur quotidien est marqué par cette présence militaire, cette violence qui est insidieuse, puisque en fait elle s'inscrit pas toujours dans l'extérieur, mais aussi dans les corps, dans la façon dont on se permet pas d'aller quelque part. C'est-à-dire, ma grand-mère, par exemple, est à 30 km de Tibériade. C'est-à-dire qu'elle est devenue réfugiée de l'intérieur, mais elle n'est pas devenue, comme d'autres réfugiés palestiniens, de l'autre côté de la frontière, interdite au lieu. Donc en soi, elle peut y aller. Mais ma grand-mère ne voulait jamais y aller, puisque c'est aller dans un endroit dans lequel sa mémoire est effacée, dans lequel il ne reste plus rien, et dans lequel, en plus, on voit une violence contre cette présence-là. Donc moi, je voulais rester vraiment dans leurs sensations et avec elles, et finalement, il n'y a même pas besoin de se concentrer dessus, puisque c'est présent partout. C'est présent dans ce qu'on regarde, dans ce qui va nous marquer, quand on se promène en famille à Jérusalem et qu'il y a des soldats partout. Et finalement, je me suis rendu compte que mon père aussi était marqué par ça, et sans rien dire, avec un geste naturel de caméra, il allait tout d'un coup voir le soldat qui était là-haut, le soldat qui était à droite, le soldat qui était à gauche, et qui sont tout le temps, qui entourent cette histoire, mais je ne voulais pas me concentrer sur ça, puisque ça serait encore une fois ne pas donner la place à ces femmes d'exister. Oui, c'est ça, parmi elles. En fait, elles existent malgré ça, j'ai envie de dire. Elles existent parmi ça, avec ça. Oui, c'est comment tu continues à vivre et à survivre dans un quotidien aussi violent. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. C'est un peu ce qui a été dit, c'est absolument magnifique et c'est bouleversant. Moi, j'ai un premier commentaire qui serait de dire merci de remettre les femmes au centre de ce qu'on entend sur la Palestine, parce qu'on a manqué beaucoup de voix féministes dans les médias ou dans ce qu'on a pu voir récemment depuis les récents massacres à Gaza, qui parlent vraiment des femmes et qui les remettent au centre de tout ce qui se passe, parce qu'effectivement elles sont grandement victimes de la situation aujourd'hui en Palestine. Moi j'avais deux questions en fait. La première, c'est de savoir, vous en tant que 4e génération, est-ce qu'il y avait cet héritage du trauma? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà ressenti et identifié? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est vraiment révélé avec le film que vous avez réalisé? Et la deuxième, c'est une phrase de votre maman qui disait « Ma mère m'a appris le pardon dans toute chose ». Donc c'est des valeurs, effectivement, qu'on essaye en tant que parents d'inculquer à nos enfants parmi d'autres. Mais là, en l'occurrence, j'aimerais savoir, est-ce que ça fait partie aussi, ça s'inscrit vraiment dans l'histoire plus globale, plutôt que juste sa situation à elle, qui était en rupture avec sa famille, etc. Est-ce que ça fait écho aussi à la situation des femmes palestiniennes et des Palestiniens plus globalement, pardon? Merci. Je ne sais pas si... En fait, je sais que du côté de ma famille algérienne, parce qu'il y a double trauma, j'étais beaucoup plus consciente du trauma, puisqu'il est passé par le silence, et le silence, du coup, est plus pesant qu'un trauma qui se transmet par une parole et par beaucoup d'histoires. C'est-à-dire que pour moi, c'était moins pesant du côté palestinien, puisque j'étais enrichie aussi de toutes ces histoires, et j'étais très proche de ma famille maternelle, donc j'ai eu l'impression d'hériter énormément de choses, pas que des histoires tragiques des femmes et des hommes aussi de ma famille, mais surtout de tout ce qu'elles avaient réussi à faire et à continuer à faire perdurer malgré tout. Donc moi, j'ai toujours, cet héritage pour moi a toujours été une richesse. Ce qui était plus traumatisant, entre guillemets, ou plus difficile, c'est le fait qu'en étant née en France, on ne me reconnaissait pas cet héritage, puisque j'en ai entendu
à droite et à gauche de ça n'existe pas la Palestine, tu peux pas dire que tu es palestinienne, ça n'existe pas. Donc moi, mon problème était plus de faire face à la perception des autres, où je comprenais pas que quelque chose qui m'enrichit tellement et qui est tellement incroyable et qui est tellement miraculeux, pour d'autres était quelque chose de péjoratif ou carrément inexistant, et qu'en fait on ne laissait pas exister pleinement. Alors que pour moi c'était que du positif et on avait énormément de choses à apporter. D'ailleurs ça me rappelle une exposition qui a eu lieu à l'Institut du Monde Arabe qui s'appelle « Ce que la Palestine apporte au monde ». C'est comme si, en fait, quand on est silencieux et effacé, on nous permet d'exister, mais dès qu'on veut apporter des choses, on ne nous laisse pas. Donc pour moi c'était plus cette contradiction-là qui m'a un peu perturbée, mais après je me suis jamais, j'ai jamais oublié, ou ça m'a pas complexée, puisque j'étais tellement proche de ma famille maternelle que j'ai toujours réussi à conserver cet héritage et à le valoriser. Je pense qu'à travers le film, c'est pas le trauma auquel je fais face, c'est vraiment la nécessité de raconter, de faire exister des histoires qui risquent de tomber dans l'oubli, comme on disait, et qui sont constamment effacées encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à Gaza, encore une fois, c'est pas que des vies, c'est toute une histoire, c'est toute une culture, c'est un effacement qui est continu. Donc pour moi, ce qui était important, c'était de dépasser les peurs qu'on pouvait avoir, et les traumas ou les douleurs qu'on pouvait avoir, avec l'objectif d'immortaliser ces histoires et de les faire exister dans cet espace, dans notre monde. Et pour ma mère, je pense que le pardon, oui, c'est de l'ordre de l'intime par rapport à ses décisions, mais c'est aussi quelque chose qu'elle m'a toujours répété, c'est-à-dire qu'elle était elle-même fascinée par ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, qui, malgré tout ce qu'elles ont vécu, malgré le chaos dans lequel elles ont dû se construire, malgré la dépossession, ont toujours prôné le pardon. Et ça, c'est quelque chose aussi de miraculeux, je pense que j'essaye aussi de faire perdurer autant que possible. Oui, alors, au-delà des femmes, moi je vois ce film comme une histoire de la Palestine, racontée certes par des femmes, mais qui est plutôt un film qui montre le malheur de ce territoire. Et la question que je pose, c'est par rapport à votre mère qui est née en Israël. Est-ce qu'elle a la nationalité israélienne encore ou pas, ou elle est que française? Et comment est-ce que vous avez pu obtenir l'autorisation d'aller à Tibériade en Israël, même si c'est la Palestine, mais vous savez bien que maintenant tout est Israël. Alors ces détails de territoire, ça ne m'intéresse pas trop, à vrai dire, puisque justement ce que je voulais faire dans le film, c'était permettre à ces femmes de ne pas être enfermées par ces frontières et ces territoires et ces dénominations qui les enferment dans des identités qu'elles n'ont pas choisies. Donc ma mère, justement, on m'a coupé. La censurée. C'est bon. Non, justement, ma mère elle a quitté ce lieu puisqu'elle ne pouvait pas vivre son identité palestinienne comme elle le voulait, elle ne pouvait pas vivre ses aspirations aussi en tant que femme avec ses propres désirs, donc elle se sentait étouffée à plusieurs niveaux et elle a voulu partir. Donc j'ai pas envie de rentrer dans les détails puisque moi je veux leur offrir la possibilité d'exister en dehors des perceptions qui sont imposées et je veux leur laisser la possibilité de se définir comme elles le veulent sans passer par les étiquettes que les autres posent. Alors, je voudrais juste rendre hommage déjà à Lina, qu'on se connaît, je pense, depuis très très longtemps. Ah, vous étiez dans le même collège? Ouais, on était même voisins. On était voisins. Voilà. Et c'est vrai que, en fait, ce film, pour moi, en tout cas, c'est un film qui me fait réfléchir sur notre histoire, en fait, sur notre histoire personnelle, familiale. C'est vrai que dans la famille, dans ma famille, en tout cas, on n'en parle pas souvent. Et c'est vrai que ça donne envie de faire un film aussi, voilà, sur que chacun non mais c'est vrai que voilà, ça nous pousse chacun à vouloir faire un film sur notre famille parce que chaque famille a sa propre histoire et
cette histoire pousse à ce que chaque personne puisse la connaître et la partager aussi. Et c'est vrai que je me suis reconnu quand même un peu à travers l'histoire de ta grand-mère, voilà, qui est assez triste, touchante aussi, mais qui est importante aussi à savoir. Donc voilà, je voulais te rendre hommage et tu fais un travail formidable. Ça donne envie aussi, je pense, à d'autres jeunes, voilà, qui sont aussi un peu concernés un peu par ces étoiles-là de passer le pas aussi. Donc voilà, bravo à toi. Alice, bravo, vas-y, parce que aussi, voilà, il faut que je te mette une dédicace. Bon, ce que tu dis, là où je te rejoins vraiment, c'est que moi, quand j'ai vu ton film, j'étais très très jalouse. Et c'est marrant, je l'ai vu devant tout à l'heure. Et je me suis dit, mais moi j'ai fait un film sur le peu de traces que j'ai de l'histoire de mes parents. Et je voyais la plénitude de tes archives et je voyais le film, c'était hyper émouvant. J'étais derrière ton père. Et je me dis, putain, il a trop cartonné. Je te dis, franchement, ton père, tu vois vraiment. Et j'ai l'impression que ça naît aussi, ce film, de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a filmé. En fait, je sais pas s'il aurait pu un film s'il n'y avait pas eu les archives de ton père. Et ça, cette conscience-là de la nécessité d'archiver, pour moi, voilà, c'est un vrai geste politique, effectivement, qui vient, comme tu dis, de son passé d'enfant algérien, de cet passé d'enfant silencé. Mais c'est un vrai réflexe que moi, aujourd'hui, j'ai, parce que je viens d'une histoire qui a été silencée, même si elle n'est pas aussi tragique et aussi traumatique que la tienne. Elle est quand même, on est aussi le fruit d'un silence, quoi, et on est aussi le fruit d'une absence de mémoire. Et il y a vraiment, voilà, quand tu dis que ça donne envie de faire. Je pense que c'est ça que tu veux dire, c'est ça donne envie d'archiver, d'avoir la conscience de l'importance de faire trace en fait de nos histoires. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Merci. Merci pour ce film. Je pense qu'on attendait un peu un film comme ça, un film qui relate la vie des Palestiniens. Mais malheureusement, la catastrophe est arrivée, elle vous rattrape, malgré ce que vous avez voulu montrer, des histoires personnelles, une histoire familiale, mais elle est ancrée dans effectivement un contexte de guerre qui se répète, hein, parce que les images qu'on voit en 1948, on les revoit en 2006, on les revoit en 2014, on les revoit aujourd'hui. Donc effectivement... moi, je n'ai pas cessé de voir le film et de faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais effectivement, ça me rappelle un peu la campagne d'aujourd'hui qui est les gens qui meurent à Gaza ne sont pas que du nombre, c'est des visages, c'est des vies. Et j'ai l'impression, c'est comme si on rentrait dans cette campagne et on essayait un peu de voir quelle est la vie de ces femmes qui ont perdu la vie, qui ont disparu, qui ont été tuées. Et je trouve que votre mère, elle crève l'écran. C'est une actrice, mais en même temps, elle dégage de l'émotion, de l'amour. Et puis il y a son histoire personnelle, ses aspirations. Les Palestiniens peuvent aspirer à vivre libre, à être des femmes dynamiques. D'ailleurs, on le voit dans votre film. Vous êtes issu d'une famille assez lettrée quand même, avec une grand-mère qui a fait des études, qui enseigne, c'est ça, etc. Donc on voit qu'il y a une culture, il y a des traditions, il y a des aspirations. Mais c'est pas propre à cette famille, c'est-à-dire que c'est pas une exception. C'est pas c'est comme si on dit c'est bien de montrer qu'il y a certaines familles. En fait, les Palestiniens ont toujours été parmi les plus éduqués dans la région. C'est vraiment et c'est pas on décide pas de raconter la vie pour aller contre quelque chose. C'est naturel pour un être humain de se lier à un autre être humain en racontant sa vie. Donc c'est tout à fait naturel. C'est juste qu'on ne laisse pas la place pour ça. Donc c'est pas un choix ni une campagne. Comme pour moi, c'est pas une campagne. Et d'ailleurs. Bien sûr que le film est rattrapé par l'histoire, mais la nécessité de réhumaniser a toujours existé, existera toujours. Oui, je suis d'accord. On voit le combat des femmes, on voit la complicité, on voit l'émotion. C'est ça qui fait la force de ce film.
dans le contexte qui est aujourd'hui, qu'on ne peut pas... Voilà. Merci beaucoup. Mélanie, il y a une question au-dessus, là. Bonsoir. Je vous vois là. Bonjour Jocelyn, bonsoir. Merci beaucoup pour ce magnifique récit de transmission matriarcale. C'était juste vraiment superbe. La partie qui m'a beaucoup touchée, c'est la maison familiale. Parce que déjà, en règle générale, lorsque un parent décède, il y a cette question qui se pose de qu'est-ce qu'on fait en fait du lieu où les proches ont fait famille, ont créé voilà, un lieu qui rassemble en fait les souvenirs familiaux. Et là, la question se pose puisque votre grand-mère s'en va et donc la maison est mise en vente. Mais au-delà, bien sûr, du contexte familial, il y a le contexte de ce qui se passe dans le territoire palestinien. Et donc la perte, elle est au niveau familial, mais elle est au niveau aussi culturel. Elle se pose à plein de niveaux, en fait. Donc, juste pour confirmer, la maison a été mise en vente après le décès de votre grand-mère. Oui, la maison, on l'a pris. Mais en fait, la perte de la maison, c'est pas forcément... c'est la perte d'un ancrage, mais comme dans cette histoire, c'est pas la première perte, les femmes, et en tout cas ma mère, a appris à trouver son ancrage ailleurs, dans un monde imaginaire qu'elle s'est créé pour elle-même, pour justement ne pas avoir à faire face à chaque fois à cette réalité de la perte, puisqu'on sait ce que ça coûte, et on sait ce que c'est. Et c'est ça aussi la force de ces femmes-là, c'est que malgré... la perte, le matériel, même s'il symbolise l'ancrage, peut être aussi remplacé aussitôt, puisqu'elles ont appris à se retrouver dans d'autres territoires imaginaires, justement, pour survivre et pour vivre et pour continuer à vivre. Je te disais merci infiniment pour tes documentaires qui sont extraordinaires et qui font vraiment honneur à la mémoire des pays en question. Et moi, ce que j'ai aimé particulièrement, ce qui me touche, c'est que ce que tu as mis au centre, c'est la joie envers et contre tout. Autant dans le docu de ton père avec ta grand-mère qui rigole, qui rit en permanence envers et contre tout ce qu'elle a traversé au cours de ton grand-père, autant là, on voit beaucoup de rire, énormément de résilience, une force incroyable, et c'est quelque chose de... Je trouve ça bouleversant au-delà du contexte actuel, du contexte qu'on a connu avec la guerre d'Algérie, etc. On voit à quel point il y a une résilience, on voit à quel point ce qui finalement est toujours au centre, c'est cette joie de vivre. Et contrairement à ce que les gens peuvent croire, dans un espèce d'imaginaire collectif, il y a la tragédie, mais au-delà de la tragédie, il y a la vie. Il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a la force de vie qui, envers et contre tout, et ben elle est là, elle résiste à travers des missions du quotidien, à travers des femmes qui s'imposent, à travers des femmes qui... Il y a vraiment ce truc, tu vois, envers et contre tout. À la vie, à la mort, on rira de tout, et on honorera quoi qu'il arrive la vie. Donc merci infiniment pour ça. Et j'ai une dernière, là pour le coup c'est une question. Maintenant que tu as honoré la mémoire de ton père et de la famille de ton papa, maintenant que tu as honoré la famille de ta maman aussi, c'est quoi la suite? Est-ce que tu vas compliqué. Merci, parce que c'est justement quand vous disiez résilience, moi ça me fait... Enfin, je n'utilise pas vraiment le mot résilience, j'utilise force de vie ou combativité, parce que pour moi il y a un truc de... Résilience, c'est comme si on recule un petit peu et on encaisse, alors que ce que les Palestiniens font, c'est pas ça, c'est de continuer à avancer et de transmettre justement la vie, la joie, et de continuer à célébrer les mariages, les anniversaires, les naissances, les moments de famille. Et la famille, c'est ce qui reste aussi quand on perd l'ancrage. Et donc merci pour ça. J'avoue que je me disais, quand j'allais finir ce film, j'allais arrêter de filmer ma famille, parce que ça y est. Et aussi pour me faire un petit peu des vacances personnelles. J'avais envie aussi justement d'explorer des histoires plus à travers la joie, de nous donner la possibilité d'être moins pris par le poids du réel et la tragédie, mais du coup ça m'a fait revenir aussi à
à mon père, qui en filmant toutes ces images, se filmait aussi dans les archives. Et mon père était mime, il était aussi clown, il est devenu comédien. Et en fait, il y a plein de choses à raconter aussi de son regard, lui, en tant qu'Algérien immigré en France, très marqué par cette histoire franco-algérienne, qui se retrouve dans une famille palestinienne pleine de femmes, où d'ailleurs je ne sais pas comment il faisait pour filmer tout ça, parce que les hommes étaient ailleurs, mais lui il traînait tout le temps avec les femmes, et avec les enfants. D'ailleurs on rigolait tout le temps avec Gladys, parce que dès qu'on cherchait mon père, c'est soit chez les femmes, soit chez les enfants, on ne le voyait jamais dans les scènes des hommes, dans les archives. Et donc voilà, il y a des choses que j'ai envie de continuer à explorer de la famille, mais peut-être moins en lien avec l'histoire collective, mais plus de se concentrer aussi sur les individualités et de déplacer aussi les lectures, parce qu'on a toujours l'habitude de traiter des Algériens à travers le regard français ou des Palestiniens à travers le regard médiatique. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est j'ai envie de continuer à explorer un langage qui nous est propre, avec nos multiplicités qui nous sont refusées, puisqu'on est quand même dans une construction en France où c'est très binaire, où soit t'es ça, tu peux pas être plusieurs choses à la fois. On soupçonne quand t'as trop d'identité ou quand t'as trop d'attaches ailleurs. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve hyper enrichissant, parce que ça apporte tellement de choses, de déplacer aussi la perception. Voilà, je dis ça, mais pour l'instant, c'est vraiment dans la tête. Bonsoir. Moi, je voulais vous dire bravo, Lina, parce que aussi bien pour votre discours que pour ce que vous nous avez passé à travers les images, que ce soit Baï Baï qui avait rien, ou que ce soit Laura Algérie. Moi, à chaque fois, vous m'avez énormément ému jusqu'aux larmes, et j'adore ce langage qu'a la 4e génération par rapport à son histoire. Et je tiens vraiment à vous saluer, parce que c'est pas simplement l'histoire de femmes, c'est des histoires d'êtres humains. Et dans votre film, ce qui m'a touché à la fois votre mère, mais c'est l'histoire de votre tante, celle qui est dans les camps. Et comment le raconte votre mère, mais ça nous fait, on en a les poils qui se hérissent et on est bouleversé parce qu'on sait le prix que c'est que l'exil, et on le comprend encore mieux à travers ce que raconte votre mère pour votre tante. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui est devenu votre tante? Merci. Alors, ma tante est décédée il y a quelques années. Heureusement, elle est décédée avant la destruction du camp de Yarmouk, puisque Yarmouk a été complètement détruit par le régime syrien. Et moi, quand je l'ai vue, j'étais très jeune. Et donc, je l'ai connue sans vraiment réaliser qui j'étais en train de rencontrer, puisque c'était tellement... je pense que comme ma mère n'avait pas revu ma tante depuis un moment, et ma tante n'avait pas revu sa famille depuis 30 ans encore, quand elles se sont vues, les retrouvailles ont été entre elles, et ensuite, quand ma mère m'a présentée, elles ont voulu faire comme si tout était normal, et comme s'il fallait rattraper tout ce temps. Moi, on ne m'a pas du tout expliqué que cette tante, en fait, était... réfugiée, n'avait pas vu la famille, on m'a juste dit c'est la sœur de ta grand-mère. Et donc à ce moment-là, je n'avais pas mesuré ce que ça signifiait, donc quand j'ai redécouvert l'histoire de ma grande-tante et compris à quel point elle avait influencé ma mère aussi dans ce qu'elle a apporté avec elle de son imaginaire, ça m'a bouleversée. Et en même temps, j'ai jamais vraiment pu la revoir puisqu'elle était déjà disparue, mais je pense que ce qui me fascine dans l'histoire de ma grande-tante, c'est que finalement c'est celle qui a le plus perdu, puisque elle a été séparée de la famille, elle n'a jamais pu revoir qui que ce soit avant 30 ans, avant une échappée brève où elle a pu retrouver sa famille, puis elle a dû repartir. Et en même temps, elle a laissé une trace tellement forte sur les personnes qu'elle a revues, sur sa famille, et notamment sur ma mère, qui était une jeune fille de 18 ans, qui n'avait jamais vu une femme du monde arabe, entre guillemets, puisqu'elle était entourée par ses frontières, elle n'avait pas accès à ce monde interdit. Et cette tante qui a vécu toute sa vie dans un camp de réfugiés est celle qui lui a donné l'aspiration à imaginer un ailleurs. Et ça, je trouve ça hyper fort parce que c'est quelqu'un qui a été enfermé. Et c'est elle qui a donné ça à ma mère. Donc je trouve que ça raconte énormément de la force justement de vie de ces femmes qui en fait nous surprennent
dont les histoires sont peu racontées justement, donc c'était important pour moi de la faire exister, aussi de la faire exister avec le reste de la famille, comme pour aller au-delà de la réalité et d'imaginer une histoire où peut-être elles auraient pu vivre tout ensemble dans un même lieu ou dans un même espace-temps. Que devient le film? Je précise juste, dernière question, malheureusement après nous allons devoir quitter la salle, mais une dernière question. Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier pour le film. Je ne vous vois pas. Je suis là. Et j'avais une question, mais c'est plein de petites questions, mais ça fait une grande question. Très bref, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de psychothérapie dans l'art? Et est-ce que vous pensez avoir réglé un truc de famille en ayant fait 2 portraits à la fois de votre père et de votre mère? Pas des portraits, pardon, c'est pas des portraits. Mais en ayant parlé d'eux à travers vous, à travers la grande histoire, à travers plein de sujets en même temps, est-ce qu'on se raconte aussi? Et quelle est la frontière entre se raconter soi et régler des choses? Et comment on sent en ayant laissé cette trace maintenant indélébile dans le temps? Merci. Alors pour moi, c'est pas du tout la psychothérapie. Moi-même, je suis pas trop là-dedans. Pour moi, c'est pas une histoire individuelle. Il s'agit pas de moi. Et comme pour ma mère, quand je la filme, il s'agit pas d'elle. Il s'agit de nous dans un tout. C'est-à-dire que c'est pas que notre mémoire individuelle, mais c'est aussi notre mémoire dans une mémoire collective. Et s'il y a réparation, c'est pas une réparation à échelle individuelle, c'est pas chacune va régler son trauma personnel, mais c'est on va essayer de contribuer à la mémoire collective, d'enrichir la mémoire collective qui n'est pas écrite, en racontant des choses. Et en racontant des choses en passant par notre intime, puisque c'est comme ça qu'on nourrit la mémoire collective. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de thérapie, c'est pas des films sur la famille, c'est pas des films sur les relations familiales. C'est vraiment, pour moi, le premier, et ce film-là, c'est des films sur la transmission. Et la transmission, c'est la transmission dans une famille, mais c'est aussi la transmission de femme à femme, et c'est aussi la transmission de l'histoire d'un peuple qui est nié dans son identité, qui est privé de ses droits et qui doit sans cesse se réinventer. Donc pour moi, ça va toujours au-delà de nous, et c'est un équilibre que j'ai toujours voulu conserver dans les films, de ne pas rentrer vraiment dans la cellule familiale. C'est-à-dire, si je filme mes tantes, c'est pour raconter un tout. Si je filme ma mère qui raconte un moment de sa vie, c'est pour raconter comment elle s'est liée ou qu'est-ce qu'elle a hérité d'autres femmes. Quand je raconte l'histoire de... Justement, je vais revenir à la grande-tante. Si j'ai décidé de raconter son histoire, c'est aussi... En fait, depuis le départ, on voulait raconter l'histoire de cette grande-tante, mais on n'avait pas d'image pour le coup. Donc je ne savais pas comment la raconter. Puis en cherchant dans les archives, on a trouvé cette archive de cette femme. En fait, c'était filmé dans un camp de réfugiés, mais on dirait un film poétique, tellement les images sont extraordinaires et tellement cette femme est comme dans chaque cadre comme une peinture. Et je n'ai pu raconter l'histoire de ma grand-tante qu'en la liant à l'histoire de cette femme que je ne connais pas, mais qui représente aussi beaucoup d'autres femmes palestiniennes et d'hommes palestiniens et d'enfants qui ont vécu dans des camps de réfugiés. Donc pour moi, à chaque fois, c'est lié l'intime au collectif. C'est jamais être dans un processus de recherche de soi. Mais évidemment, en faisant ça, ça me permet moi aussi de trouver une place dans l'histoire de la famille et dans le monde. Puisque pour moi, la question qui lie toutes ces femmes, c'est comment elles font pour trouver leur place dans un monde qui est fait de ruptures, dans une histoire qui est faite de trous et dans une histoire qui n'est pas reconnue. Il me reste à te dire merci. Merci pour ce film vraiment magnifique, vous l'avez vu, nécessaire, politique. C'est un film de consolation, c'est un film de résistance. Et voilà, aujourd'hui c'est le jour de la sortie, je pense qu'on a besoin de ce film. Je pense qu'on a rien de voir d'autre que ce film en ce moment. Et voilà, je pense que c'est un film qui a besoin du bouche à oreille, qui a besoin d'être parlé, d'être diffusé. Donc voilà, je peux vous inviter à aller murmurer à l'oreille de vos voisins à quel point le film est là et important. Et moi j'étais très très heureuse. Merci Alice.
هناك البحر، هناك لبنان، هناك سوريا، وهناك الأردن، وإحنا هينا بالنص.